Les honneurs militaires ont été rendus ce matin dans la cour des Invalides au grand résistant Raymond Aubrac, disparu la semaine dernière à l'âge de 97 ans. 4 candidats à l'élection présidentielle, dont l'actuel chef de l'État, ont assisté à cet hommage. La famille a demandé qu'aucun discours ne soit prononcé par les politiques. Les obsèques familiales seront célébrées en Saône-et-Loire après la crémation du corps ce soir. Aux Invalides ce matin, c'était l'hommage de la nation tout entière. Le froid est cinglant, comme la tristesse qui les transperce. Ce matin, les Invalides se sont remplis de tous ceux qui avaient connu et apprécié Raymond Aubrac. Aubrac, le résistant, l'homme aux convictions humanistes. Au milieu des personnalités politiques, des officiels de la région. Une histoire, c'est une vie, c'est la France. Je pense que ça fait un peu froid dans le dos quand on pense à son histoire. Moi, c'est l'homme avec lequel j'ai pu faire le dossier de la Maison du Goujon, du mémorial du Goujon, qui nous a aidés tout au long et qui a participé à toutes les réunions pour préparer le programme de la maison, qui est venu à l'inauguration, qui nous a raconté toutes les anecdotes liées à son histoire, que ce soit à la Maison du Goujon, à Montluc, etc. Le cercueil de Raymond Aubrac est placé au centre de la cour d'honneur. Il n'y aura pas de discours du président de la République. La famille ne l'a pas souhaité. 2 historiens de la résistance rappellent avec émotion le parcours de Raymond Samuel dit Aubrac. Raymond Aubrac, nom de code de la résistance, son engagement auprès de De Gaulle, son action dans l'état-major de l'armée secrète à Lyon, aux côtés de Jean Moulin, avec qui il tombera le 21 juin 1943 à Caluire. Raymond Aubrac conservait un attachement particulier pour Lyon. Gardait des souvenirs vivants de chaque lieu de la ville. Et cette anecdote qu'il m'avait racontée donc de sa première rencontre avec Jean Moulin sous la colonnade du théâtre municipal était quelque chose de tout à fait étonnant. Et je garde le souvenir surtout d'un homme incroyablement modeste, qui n'avait pas du tout la grosse tête et qui ne pensait qu'à une chose, à améliorer l'avenir du monde. Et dire à la jeunesse que la vie n'a de sens que si on se consacre à une tâche altruiste, à autrui, à la liberté. Raymond Aubrac acceptait toujours de témoigner pour que la mémoire traverse les générations. Ce soir, il reposera auprès de Lucie, sa femme, héroïne de la résistance. Raymond et Lucie se sont fait la belle ensemble depuis 1942. Ils ont toujours procédé ainsi. L'enquête avance dans l'affaire des 4 meurtres de l'Essonne. L'un des 2 hommes en garde à vue a été relâché. Les perquisitions au domicile du principal suspect ont permis de découvrir des armes sans que l'on sache encore si celle qui a servi au meurtre figure dans l'arsenal mis au jour. L'homme, âgé d'une 30aine d'années, devait être mis en examen dans l'après-midi. Après plusieurs arrestations hier dans les Bouches-du-Rhône, 2 nouvelles interpellations ont eu lieu ce matin dans ce département. Des interpellations qui interviennent dans le cadre de l'enquête sur le meurtre d'un policier en novembre dernier. La communauté des gens du voyage a été visée par cette opération. L'opération a nécessité de très gros moyens. Très tôt ce matin, les hommes du GIPN interviennent cité Ruisseau-Mirabeau dans le 15e arrondissement de Marseille. 4 personnes sont recherchées dans ce camp sédentarisé de gens du voyage. 4 hommes soupçonnés d'avoir un lien avec la fusillade mortelle dont a été victime Éric Lallès. Ce policier ex-oie de la BAC, la brigade anticriminalité, mort en novembre dernier après une course-poursuite. À l'heure où je vous parle, l'enquête commence. Les personnes placées en garde à vue le sont pour 96 heures, mais il semble a priori qu'il y ait des éléments graves et concordants qui sont retenus à leur rencontre. Beaucoup d'éléments laissent à penser que les personnes interpellées pourraient être les auteurs des coups de feu mortels. Seul un fusil a été saisi ce matin. Mais ce coup de filet fait suite à d'autres interpellations survenues hier. 7 personnes arrêtées non loin de l'étang de Berre. Elles sont toujours en garde à vue aujourd'hui. Elles aussi font partie de la communauté des gens du voyage. L'enquête s'accélère. La mort d'Éric Lallès avait suscité une très vive émotion. À Montfort-sur-Argence, dans le Var, tout son village s'était mobilisé lors d'une marche blanche en décembre dernier. Le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, lui avait rendu hommage dans la cour de l'hôtel de police lors de ses funérailles à Marseille.
Le chauffeur du semi-remorque à l'origine de l'accident, qui a fait 4 morts vendredi à Chambéry, a été mis en examen pour homicide involontaire aggravé de la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité. En effet, suite à l'expertise du véhicule, une déficience des freins du camion a été mise en évidence. Le chauffeur a reconnu qu'il s'était rendu compte de cette défaillance de freinage au moins 1 heure avant l'accident, mais qu'il ne s'était pas arrêté. Il a été écroué et risque une peine de prison de 7 ans. Le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, et le patron du renseignement, Bernard Squarcini, seront-ils entendus dans le cadre du volet financier de l'affaire Karachi? La demande vient d'être déposée par l'un des rescapés de l'attentat, en filigrane le financement de la campagne présidentielle d'Édouard Balladur en 1995. Nous l'avions rencontré début janvier avec les 5 autres anciens salariés qui ont porté plainte contre la DCN pour coups et blessures involontaires. C'était quelques jours avant leur audition à la brigade de répression de la délinquance contre la personne. Gilles Sanson, seul blessé à être resté conscient, qui a vu mourir ses camarades, nous confiait sa rage de connaître la vérité. Là aujourd'hui on a engagé un véritable combat, on voit qu'on a été trahi au plus haut niveau de l'État, enfin voilà, donc personne ne me fera arrêter ce combat, quoi. En demandant l'audition comme témoin du ministre de l'Intérieur et du patron du renseignement, il ne s'agit en aucun cas de les mettre en cause, explique Gilles Sanson, mais simplement de leur permettre de répondre à certains éléments figurant dans le dossier, et notamment les déclarations récentes de Ziad Takedine. Le voilà, cet intermédiaire franco-libanais, soupçonné d'avoir touché des commissions en marge de la conclusion du contrat Agosta de sous-marin avec le Pakistan. Jeudi dernier, les juges Van Ruynbeek et Le Loir l'ont interrogé sur des mouvements de fonds suspects en Suisse entre avril et mai 1995 qui auraient alimenté les comptes de campagne d'Édouard Balladur. Et lors de son audition, Ziad Takedine a mis en cause Claude Guéant et Bernard Squarcini. Est-ce l'ultime manœuvre d'un intermédiaire grillé, lâché par ses amis? Peut-être qu'il ne dit pas la vérité, explique Gilles Sanson, mais il faut que les personnes mises en cause s'expliquent. Il revient maintenant au juge du pôle financier d'accepter ou pas cette demande. Apparemment, elle aurait été accueillie très favorablement. Plusieurs automobilistes ont profité de l'aubaine sans aucun scrupule. Une station automatisée de distribution de carburant à Bétoncourt, dans le Doubs, s'est mise à offrir gratuitement le gazole, pas tout à fait fortuitement. Il a fallu l'intervention des gendarmes pour mettre fin au pillage. Ce matin, certains ont bien tenté de faire le plein sans succès. Pourtant, samedi soir, cette station essence a pris des allures d'Eldorado. Profitant d'un dysfonctionnement de la pompe, une quarantaine d'automobilistes ont rempli leur réservoir sans débourser le moindre euro avant d'être dispersés par les gendarmes. Il y en a qui ont pris, puis la police est venue, elle a levé plusieurs numéros qu'ils ont dit et tout. Je sais pas exactement. Il y en avait là, il y en avait autour de la station. Ouais, voilà. Ils faisaient la queue, quoi. Voilà, ils attendaient pour se servir certainement. Entre 19h30 et 22h, 3000 litres de gasoil sont prélevés pour un préjudice total de plus de 4500 €. Et d'après les relevés effectués ce matin, la pompe a été déplombée, autrement dit trafiquée volontairement. C'est assez simple, il faut connaître quand même. Voilà. Donc c'est une personne qui devait connaître et qui avait les clés parce que la serrure n'a pas été démontée ni rien. Voilà. Il fallait avoir les clés de cette pompe-là en particulier. Cette pompe-là, voilà, exactement. Conséquence, d'après la gendarmerie, tous ceux qui ont fait le plein sans payer risquent d'être poursuivis pour vol caractérisé. À partir du moment où il y a une effraction de commise sur la pompe et qu'ensuite les gens se servent sans payer alors qu'ils savent au départ qu'ils doivent payer le carburant servi, on peut parler de vol. Grâce aux plaques d'immatriculation relevées samedi soir, les enquêteurs vont à présent tenter d'identifier tous les fraudeurs. La station essence, elle, a été remise en service en début d'après-midi. À Lille, la grève chez Transpol était annoncée, la pagaille prévisible, les usagers n'ont pas été déçus. Gros embouteillage ce matin dans la métropole lilloise. Le centre-ville complètement bouché, pas de bus, pas de tram, pas de métro sur la ligne 2. Une promesse tenue qui a obligé les usagers à s'organiser autrement. Je comptais prendre un taxi et là la queue de taxi est un peu trop longue. Donc là je vais aller au travail en Vélil. Vous allez où? À Marc-en-Barœul. Donc je vais le prendre pour la journée et revenir en vélo ce soir. Un mouvement lancé à l'appel des 4 syndicats de la société Transpol pour réclamer notamment des hausses de salaire. Le préavis de grève déposé est illimité. Changement historique dans les transports en commun amiénois, c'est Keolis, filiale de la SNCF, qui a été choisie pour piloter les bus de la capitale de la Somme.
C'est un plan complètement nouveau de réseau qui est proposé, avec structuré autour de 4 lignes principales, dites lianes, avec des fréquences de 10 minutes, une amplitude horaire de 4 h du matin jusqu'à minuit, 1 h du matin, et puis beaucoup d'originalité avec des lignes express, des lignes des dessertes de centre-ville et du sud amiénois qui n'existent pas pour l'instant. Une reprise qui devrait être effective à partir du 1er juin avec une réelle révolution du réseau prévue au 1er janvier 2013. La mairie de Bordeaux le veut, l'opposition socialiste le refuse. L'enquête publique sur la construction du grand stade de Bordeaux prend fin aujourd'hui. Et déjà, ceux qui ne veulent pas voir dépenser 550 millions d'euros pour cette arène sportive repartent au combat. Le maire de Bordeaux expose dangereusement les deniers publics. Il n'y a pas véritablement de partage des risques, contrairement à ce que pourrait laisser entendre le nom de partenariat public-privé par rapport à ce grand stade. Donc nous avons demandé au juge administratif de se prononcer sur la légalité d'un tel montage juridico-financier. Pour les défenseurs du projet, le stade devrait être achevé dans le courant 2015 pour accueillir des matchs de l'Euro de foot 2016. Alerte à la neige en Ariège. Pendant plusieurs heures ce matin, les routes vers Andorre et le col du Puy-Morins ont été fermées à la circulation. Depuis, tout est rentré dans l'ordre, mais cette vague de froid reste étonnante à pareille époque. Elle fait le bonheur des skieurs des vacances de printemps. Ils profitent de leur chance, notamment ici, dans les Pyrénées. 50 cm de neige fraîche en bas des pistes, une poudreuse de printemps bienvenue en pleine période de vacances scolaires. C'est vrai qu'on a une clientèle de proximité qui a souvent le choix entre le ski à cette période ou la première bronzette sur la plage ou le premier plat de crustacés. Et c'est vrai que là on a une météo sur ces 10 derniers jours qui est plutôt revenue à l'hiver. On s'en plaint pas, on est plutôt content. La station de Cauterets est une des seules à rester ouverte dans les Pyrénées en cette période, de quoi réjouir les vacanciers de la zone A et de la zone C. La neige est vraiment excellente, excellente. Ah oui, là vraiment un peu poudreuse, d'ailleurs elle continue à tomber et à ce niveau-là il n'y a aucun problème. Je suis arrivé ce matin, donc de Paris, la région parisienne, et avec le plaisir de trouver la montagne enneigée. C'est la première fois déjà que je viens skier aussi tard dans la saison. Et généralement j'allais plutôt dans les Alpes, mais là c'est une bonne neige de printemps, on peut le dire. Ils sont là pour une semaine mes petits, donc je les fais skier tous les jours jusqu'à 3 h depuis le matin. Un millier de skieurs se rend ici chaque jour pour profiter des dernières neiges, une fréquentation tardive mais bienvenue. On a eu des vacances formidables au mois de février et on finit avec la neige et on finit sur des conditions hivernales pour les vacances de Pâques. Non, c'est une bonne saison. En fait, on aura récupéré le chiffre d'affaires qu'on faisait l'an passé. 10 000 vacanciers sont attendus dans les stations des Pyrénées avant leur fermeture dimanche prochain. Le pigeon voyageur reste une énigme. Depuis une dizaine d'années, certains chercheurs pensent que l'oiseau avait une boussole dans le bec et bien d'autres spécialistes réfutent cette thèse. Mais qu'en pensent les colombophiles? Rencontre avec l'un d'entre eux, multiprimé, le meilleur Alsacien dans sa catégorie. Des pigeons en liberté surveillée. Chaque jour, ils se dégourdissent les ailes, jamais bien loin du village, jusqu'à ce que Bernard Weissart siffle la fin de la récréation. Même les plus rebelles finissent par rentrer. L'appât du grain, toujours. Il n'y a rien que du naturel, c'est une composition de plusieurs variétés de graines. C'est plutôt des légumineuses qu'il leur faut pour nourrir les jeunes. Ces pigeons voyageurs, il les connaît un par un. Pas besoin de bague électronique pour les identifier. Les grands-parents, les petits derniers, il les a tous mariés, 200 au total. Ça c'est mes reproducteurs. Ici, dans cette reproduction, il y a ma femelle Tarbe qui est assise ici. C'était mon premier pigeon de Tarbe en 2009. Donc elle fait deuxième national, premier national femelle. C'est ma chouchoute. Son plus grand champion, c'est celui-là. Premier prix international de Narbonne sur 13 500 pigeons il y a 2 ans. 730 km en moins de 12 heures pour rentrer à la maison. C'est toujours un peu magique. Ça a une grande part de mystère. À l'intérieur de la tête, on ne peut pas regarder, quoi. Ce qui prime chez un pigeon voyageur, c'est la rapidité, son sens d'orientation. Jusque-là, certains chercheurs pensaient que le bec du pigeon lui servait de boussole, grâce à de petites cellules ferreuses reliées aux neurones. Une hypothèse contredite aujourd'hui par d'autres chercheurs européens.
Ça veut dire que probablement le système de perception du champ magnétique chez le pigeon est probablement à un autre endroit dans l'organisme. Et cet endroit reste à découvrir. Soleil, paysage, odeur, champ magnétique. Le pigeon voyageur a une sorte de GPS naturel dans la tête. Un sixième sens qui n'a pas encore dévoilé tous ses secrets. C'est aussi ce qui plaît au colombophile de Durenbach.